Bonjour à tous, bienvenue sur le passage des feuilles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur la présentation d'un oracle qui s'appelle l'oracle des créatures légendaires, qui se présente dans une boîte cloche, aux éditions Le Courrier du Livre, donc qui appartient au groupe Trédaniel. La boîte est belle, elle est fonctionnelle, elle est accompagnée d'un ouvrage bien fourni en termes de contenu, bien présenté, agréable à consulter. Comme vous le voyez, on a pour chaque carte, chacune des 52 cartes, une représentation en couleur sur la gauche, puis sur la droite, une citation qui permet de se connecter de manière plutôt poétique, intuitive ou inspirée, on va dire, à la carte. Ensuite, on a un texte qui détaille ce qu'est cette créature, de quelle culture elle est issue, comment elle se déploie dans sa légende, dans ses aspects symboliques, dans sa portée psychologique ou prédictive. Et ensuite, si on veut accéder plus directement aux énergies de la carte, on a la carte vue sous son aspect lumineux et vue sous son aspect sombre. Donc c'est très exhaustif. On peut travailler de plusieurs manières sur les cartes, notamment grâce à ce texte, grâce à cette présentation. J'aime beaucoup ça, qu'on puisse aborder la carte de différentes manières. Soit de manière très directe avec les mots-clés, soit de manière plutôt poétique avec la citation, soit de manière plutôt détaillée dans le texte, sachant qu'on a plusieurs pistes. On peut en retenir seulement certaines, celles qui vont nous parler par rapport à la situation au sujet de laquelle on consulte les cartes. Voilà, c'est globalement efficace, il n'y a vraiment rien à redire. L'approche de l'autrice est à la fois assez cultivée, assez précise. Il y a un aspect assez rationnel en ce qu'elle fait des rapprochements avec la psychologie, avec les archétypes de Jung. Il y a un aspect très intuitif, très magique en ce qu'elle habite dans la forêt de Brocéliande et on sent qu'elle a contacté ces énergies directement, ces mondes cachés grâce à son intuition et grâce à sa sensibilité. Il y a un aspect très universel en ce qu'elle fait appel à des mythes, notamment les mythes grecs, gréco-romains, nordiques, qui sont extrêmement connus, qui sont vraiment passés dans l'imaginaire collectif, même si on ne sait pas exactement parfois d'où elles viennent, ces créatures, on les connaît pour la plupart, à quelques exceptions près dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Voilà, c'est un oracle qui est assez complet, assez riche dans les utilisations qu'on peut en faire. Un oracle qui va garder une part de mystère, une part un petit peu inaccessible. Ça n'est pas un oracle simple, facile d'accès, à mon sens, tel que je l'ai vécu, ça peut être très différent pour vous. Mais c'est un oracle qui va traiter de différentes couches de la conscience, de différents imaginaires, différents égrégores. Il va mixer des énergies qui sont assez vastes, qui ont une portée assez vaste dans le temps et dans l'espace. Donc qui sont assez impressionnantes, qui peuvent être difficiles d'accès, soit par justement la complexité, la richesse et l'étendue de leur symbolique, par leur présence très forte dans l'imaginaire collectif, ou plus spécifiquement dans l'atmosphère dans laquelle on a baigné, qui peuvent être des énergies qui peuvent être très présentes sans qu'on s'en soit rendu compte en fait. Et ça va venir toucher du doigt certains éléments de notre psyché qui peuvent nous rester obscurs. Ça va venir remuer vraiment beaucoup de choses. Et quand j'ai acheté moi cet oracle, j'ai mis du temps à m'y connecter, j'ai mis du temps à me sentir à l'aise avec lui. C'était très glacial l'accueil que cet oracle m'a fait, presque hostile. Dans ce que moi j'ai ressenti des énergies, une espèce de mur d'énergie un
peu comme le mur dans Game of Thrones, le fameux mur qui sépare des terres sauvages et des terres glacées. Ça m'a fait un petit peu cette impression-là. C'est, oula, dans quoi est-ce que je vais taper? C'est tellement vaste, c'est tellement puissant, impressionnant, protéiforme, je ne sais pas à quoi je m'attaque et ce ne sont pas des énergies qui vont se livrer à vous, qui vont venir vers vous chaleureusement, vous taper dans le dos, qui vont vous livrer leurs secrets facilement. Ça va plutôt être un oracle qui va demander de la patience, du respect, une certaine acceptation de ce qui ne se voit pas encore, de ce qui peut se ressentir, mais de ce qui ne se conçoit pas. Il est très intéressant. Sans conteste, moi c'est un oracle que je trouve très intéressant, qui m'a tout de suite plu quand j'ai vu la review, pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et même s'il a été assez difficile à apprivoiser une fois en ma possession, de tous les jeux que j'ai dans ma collection, c'est-à-dire une 50aine, c'était le plus difficile d'accès pour moi. Et en même temps, au fur et à mesure que je l'utilise, ça fait quelques mois maintenant, se déploie de plus en plus de possibilités, de plus en plus de sens, de potentiel devant moi. C'est comme si voilà, c'est un oracle à multiples tiroirs. Et ça n'est pas étonnant parce que le thème qu'il aborde et la richesse des cultures, des symboliques, des énergies dans lesquelles il puise, en fait un espèce de réservoir sans fond et sans fin de nouvelles significations et de nouvelles explorations. Voilà pour la présentation globale, l'impression globale générale que m'a laissé cet oracle. Alors, pour s'attaquer un petit peu aux cartes et aux différentes catégories de cartes, je peux peut-être commencer très pragmatiquement par vous présenter la qualité des cartes. J'ai envie d'en parler parce que c'est une très belle qualité de cartes. Vraiment. On a des cartes qui sont épaisses et souples à la fois. Qui sont douces, qui ont un toucher peau de pêche, et qui à la fois glissent particulièrement bien, sachant que j'ai moi vraiment ce ressenti que l'arrière de la carte a été traité différemment que l'avant. Là on a quelque chose de plus doux qui accroche un peu plus le doigt, et là on a quelque chose de plus lisse, de plus plastifié, qui permet aux cartes de glisser très bien. Vraiment c'est... De toutes les cartes très Daniel que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, ce sont à mon sens celles de meilleure qualité et les plus agréables à utiliser, à toucher et à utiliser, parce que c'est parfois contradictoire malheureusement. On peut avoir des cartes très pratiques qui glissent très bien mais qui sont extrêmement plastifiées et donc pour moi désagréables au toucher, ou alors des cartes qui vont avoir un aspect, un toucher très organique, très agréable, très sensitif, mais qui vont être quasiment impossible à mélanger, comme par exemple le tarot Ramures étranges que peut-être vous connaissez, qui est sorti il y a peu de temps, qui comme cet oracle a été conçu et dessiné par une artiste française, c'est quand même assez rare au final de ce que je vois en tout cas du paysage des tarots et des oracles qui sortent. Il y a un foisonnement d'inspiration dans les mondes anglo-saxons, mais en France, il y a tout de même assez peu de nouveautés intéressantes comparativement à la quantité qu'on trouve chez les anglo-saxons. Bref, petit aparté sur la qualité des cartes. Quelles sont les grandes catégories de cartes qu'on trouve dans cet oracle tel que moi je les perçois? Ça va être mon point de vue personnel comme habituellement, mes ressentis et mon expérience personnelle. Alors moi j'ai senti en tout cas une prédominance de la mythologie grecque vraiment très forte. Peut-être aussi parce que c'est une mythologie avec laquelle je suis plus familière qu'avec d'autres, mais tout de même, elle imprègne fortement les 3/4 de l'oracle à mon sens. Allez, 60 à 70%, on va dire ça comme ça. Peut-être aussi parce que
elle imprègne fortement notre propre culture, hein, cette mythologie-là. C'est possible, je ne sais pas comment ce serait perçu dans d'autres parties du monde. Et voilà, la créatrice de ce jeu, Séverine Pinault, est française et elle habite dans la forêt de Brocéliande. Donc je trouve qu'elle a une forte reliance avec tous les mythes grecs. Donc là on voit Pégase, la Gorgone, Cerbère, les harpies. Vous en verrez défiler tout au long du jeu. J'ai choisi ces exemples-là pour introduire en fait cette influence forte de la mythologie grecque. On a des cartes qui sont à la fois très lumineuses et d'autres très obscures. Des énergies qui vont nous frapper de manière assez nette et claire et qui peut-être constitueront un défi à relever en ce sens qu'elles sont à dépasser pour accéder vraiment à la force, à la puissance brute de la carte, à la puissance brute de la créature en question, qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est une force de vie à utiliser, dans laquelle chacun puisera à sa manière en fait. Je trouve ça intéressant d'essayer de dépasser la première impression que nous font certaines des cartes qui nous sont les plus connues et auxquelles on va attribuer une signification un peu systématiquement parce que c'est ce qui nous vient très fort émotionnellement en visualisant cet archétype-là. Et ça peut être un des défis de cet oracle qui permet de creuser de manière très intéressante dans nos propres conceptions, d'aller au-delà de ce qui peut nous limiter dans nos conceptions de nous-mêmes et du monde. C'est très intéressant. On trouve aussi des éléments de la mythologie nordique, ici avec Fenrir. Il y a des petites choses qui sont issues des contes russes, d'après si mes souvenirs sont bons. On a également beaucoup de dragons. Il y a une catégorie qui leur est consacrée. Je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. On a des animaux, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais qui ont une portée symbolique et magique, ou qui sont reliés à certaines divinités, comme ici la chouette qui serait reliée à Athéna, ou le corbeau qui serait relié à Odin. On a une reliance assez forte à la nature avec certains êtres fées, ou certains êtres légendaires qui se déploient dans la vie, se prend place dans la nature. Donc il s'agirait ici d'un imaginaire ou d'une réalité cachée qui prendrait place plutôt dans un environnement naturel. Donc là on a la mandragore, le cerf sacré, la dryade, le kelpie. On a aussi ici voilà, la vouivre. Ces deux-là, moi, m'évoquent un univers plutôt celtique. Ici, on a une allusion à la légende de Mélusine. Pour ce qui est de l'élément eau, on a aussi la créature un petit peu universelle qu'est la sirène, c'est-à-dire que pour certaines cartes, on va classer ça tout de suite dans certains types de mythologie, on va aborder la carte, on va dire, plutôt culturellement de prime abord, et pour d'autres créatures, ça va être beaucoup plus universel. Alors ça va être le cas avec les énergies des animaux notamment, et ça va être le cas avec certaines créatures qui sont tellement connues, qui imprègnent tellement l'égrégore mondial, j'ai envie de dire. Après, je m'avance probablement un peu en disant mondial, mais qui imprègne l'égrégore que je suis moi en mesure de percevoir de manière très forte, très récurrente, très prégnante. Je pense à la sirène, je pense au phénix, je pense au loup-garou par exemple. On a là vraiment des archétypes universels dont la portée se dilue dans nos représentations quotidiennes, dans ce qui va surgir en nous en termes d'interprétation face à certains événements ou dans certains contextes. Les éléments qui sont propres à ces créatures imprègnent tellement l'imaginaire que ça se dilue en nous sans vraiment qu'on soit plus forcément en mesure de les identifier comme provenant de cet archétype-là. Mon Dieu, je suis déjà à 15 minutes.
je voulais aussi vous montrer les dragons. Alors en ce qui concerne les dragons, je trouve ça très intéressant d'avoir consacré plusieurs cartes à ces créatures-là, parce que elles sont moins, je trouve, rationnellement identifiables et classifiables que toutes les créatures qui vont être clairement issues de la mythologie grecque, par exemple. Ce sont des énergies plus brutes à mon sens. Une puissance qui va peut-être aussi être plus facilement accessible, qui va moins être moulinée par le mental ou sur lesquelles on peut moins couper les cheveux en quatre. Et d'ailleurs, la manière dont c'est traité dans l'oracle le montre bien, c'est-à-dire que l'autrice les a reliés aux éléments. On va avoir 3 dragons d'eau ici, selon les différentes façons dont l'eau va se manifester, va bouger. Et on a aussi un dragon d'air, un dragon de terre et un dragon de feu. Donc ça va être très présent, des énergies très présentes au quotidien, plus facile peut-être à contacter, plus accessible parce que moins conceptualisé par notre mental. Et les dragons se déclinent aussi en version lunaire et solaire, plutôt dans une énergie féminine ou plutôt masculine, argent ou or, très intéressant. Et ça m'amène à aborder aussi le sujet de la dualité qu'on peut creuser de manière très poussée, très variée, très éclairante, enrichissante avec ce jeu. On a beaucoup de créatures qui sont duelles. On a beaucoup de créatures qui vont traduire les possibles tensions ou conflits qui peuvent surgir en nous entre les parts, on va dire, animales ou instinctives, les parts plus divines, lumineuses ou rationnelles, entre l'inconscient et la conscience en fait. Voilà, j'espère que vous vous y retrouverez dans les exemples que je vous propose, mais c'est vraiment prégnant. Et ça s'exprime de manière plus fine et nuancée selon les créatures en fait qui sont montrées selon le règne auquel elles appartiennent. Par exemple ici on a les exemples du faune et du centaure qui sont toutes les deux à mon sens des créatures duelles dans le sens où elles sont constituées d'une part humaine et d'une part animale. Et avec ces deux créatures, on va avoir cette dichotomie un peu entre le haut et le bas. Par exemple, avec le centaure, qui est un être traditionnellement d'une grande sagesse, d'une grande clairvoyance, d'une grande intelligence, mais qui peut être parfois drivé par sa colère, son impulsion ou par son désir, dans le cas du faune, par exemple. Ça peut permettre, si en nous ces parties-là sont conflictuelles, d'aller y voir un peu plus loin et un peu plus précisément. On peut faire un travail intéressant sur le désir, par exemple. Le désir en nous, quel que soit l'objet de ce désir, ça peut être un désir plutôt sexuel comme le faune ou globalement un désir, une force de vie en ce qu'elle veut s'affirmer, en ce qu'elle veut peut-être dominer, comme avec le centaure par exemple. Je trouve que le minotaure et la licorne parlent aussi très bien de ce sujet-là. Dans quoi s'enracine notre désir et dans quel sens est-ce qu'il va ? Parce que ces deux créatures sont toutes deux des créatures qui sont drivées par un fort désir, que ce soit le minotaure ou la licorne, et pourtant elles sont perçues très différemment. Leurs énergies partent d'un point différent. Le point de départ est différent, le sens dans lequel circule l'énergie est différent également. Et là aussi, on a deux cartes qui permettent de travailler ce thème de manière assez approfondie, je trouve. On a aussi beaucoup de créatures qui, au-delà de la dualité, sont protéiformes, comme peut l'être notre être parfois, parce qu'on est constitué d'un corps, on est constitué d'un esprit, d'un cœur, d'une âme. On est constitué d'un inconscient, de pulsions qui vont nous driver de manière tout aussi forte qu'elles peuvent parfois, que ces pulsions peuvent parfois être sous-jacentes et invisibles, tout du moins pour la conscience. On va avoir aussi un aspect qui va s'apparenter plus au surmoi, qui va être plutôt jugeant, qui va vouloir mettre un cadre, des règles, qui ne sont d'ailleurs pas toujours les nôtres, qui là aussi peuvent surgir d'une espèce de boîte noire qui peut être héritée de la famille, du milieu, etc. Et
Moi, j'aime beaucoup ces créatures protéiformes qui nous rappellent à quel point l'être est riche et complexe. Et ces cartes peuvent venir l'exprimer et mettre le doigt dessus d'une façon assez facilement lisible, je trouve, pour moi en tout cas. Dans ce qu'elles apportent en termes de symbolique, de poétique aussi, d'esthétique. Moi, ça va parler non seulement à ma raison, mais aussi à mon imaginaire en fait. Ce jeu parle un peu sur tous les plans. Et on n'a jamais fini de l'explorer, il y a une grande part de mystère. Euh, il fait autant mystère qu'il fait sens ce jeu, voilà, c'est très intéressant. Et en parlant de mystère, on a aussi des créatures dont je n'avais moi personnellement jamais entendu parler auparavant. Le Volpertinger, la Cocatrix, l'Ophinicus, le chat d'argent, etc., etc. Je ne vous montre pas tout pour que vous gardiez quelques surprises si vous avez envie d'acheter cet oracle. Voilà, cet oracle vous permet d'explorer à la fois le connu et l'inconnu, vous permet de le relier en vous ou de les relier en vous ou autour de vous, permet de créer de la cohérence du sens, de l'intégrité. Il est très intéressant pour travailler psychologiquement. Euh, Moi, c'est comme ça que je l'utilise parce que c'est comme ça que j'utilise la plupart des jeux. Je pense qu'il est très bien aussi en prédictif, peut-être plus effrayant encore en prédictif qu'en psychologique. Voilà, c'est une simple hypothèse parce que moi je ne l'utilise pas en prédictif, mais voilà, ces possibilités sont riches, variées. Je pense que je vais m'arrêter là. On est à 20 minutes, un peu plus, c'est largement suffisant. J'espère que cette présentation vous a plu autant que j'ai eu du plaisir à la faire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ça vous plaît. Je poste quand même des présentations régulièrement. Je poste aussi des vidéos de réflexion sur le tarot et sur les cartes en règle générale. J'ai fait des choses sur les mondes imaginaires, sur les usages qu'on peut faire des cartes, notamment les usages qui peut-être ne nous viendraient pas en premier à l'esprit. J'essaye aussi de proposer des idées de tirage à appliquer chez vous, que ce soit des tirages quotidiens ou des tirages qui creusent un peu plus profondément, notamment psychologiquement parce que c'est mon usage de prédilection des cartes. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.